Bonjour à tous, je profite d'un lieu magnifique de mes vacances, la fontaine de Vaucluse, pour vous faire une petite vidéo sur l'empathie. Donc en fait, pourquoi j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'empathie? Parce que je trouve ça extraordinaire l'engouement qu'il y a actuellement pour le design thinking. Parce que c'est la preuve qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir trouver des solutions pertinentes à nos problématiques d'aujourd'hui. Et donc, pertinentes, ça veut dire qui tiennent compte de l'humain, qui partent de l'humain pour répondre à des besoins humains. Donc je trouve ça vraiment merveilleux qu'il y ait cette fabuleuse prise de conscience actuelle. Et donc pour vous amener un petit peu plus loin, j'ai envie de vous parler de l'état d'esprit d'empathie. Parce que faire des observations, faire des cartes d'empathie, s'appuyer sur tous les outils qui existent, c'est super. Il faut en même temps que ça s'appuie sur vraiment le bon état d'esprit. Donc c'est important d'insister sur l'état d'esprit. Parce que parler d'empathie, c'est très facile, mais être dans la véritable posture d'empathie, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on est par défaut, non pas dans une posture d'empathie, mais dans une posture de jugement, dans le meilleur des cas, et de projection dans le meilleur des cas, et de jugement dans le pire des cas. Donc dans le meilleur des cas, on projette notre propre vision du monde, nos propres ressentis, nos propres besoins, et dans le pire des cas, on juge en fait l'autre personne en face, qui fait des choses auxquelles on n'adhère pas. Donc un exemple très simple, quand je suis avec des personnes avec lesquelles je travaille, je les fais réfléchir à cette notion et à un moment donné, ça arrive très souvent qu'elles me disent « Michel, il a besoin d'être mieux organisé ». Et là, je leur fais prendre conscience que non, Michel, il n'a pas du tout besoin d'être mieux organisé. Michel, il a besoin qu'on lui fiche la paix avec son bazar et que c'est la personne qui dit que Michel a besoin d'être mieux organisé, qui a besoin que Michel soit mieux organisé. Et qu'au contraire, il y a une tension entre leurs deux besoins. Pareillement, Jeanne a besoin de davantage déléguer. Jeanne, elle n'a pas besoin de davantage déléguer, elle a besoin de tout contrôler. Donc tout ça pour faire prendre conscience aux personnes que lorsqu'elles formulent des besoins, souvent, si elles peuvent le remplacer par « il faut » ou « il faudrait », elles ne sont pas dans l'identification du besoin de la personne comme elles pensent le faire, elles sont dans la projection de leurs propres besoins et que le besoin de la personne est souvent à l'opposé. Autre chose, on parle aussi souvent que, enfin ça j'en suis convaincue, je pense que l'empathie est assez innée. Et on nous montre des exemples d'enfants qui sont empathiques les uns avec les autres. Et là, en fait, c'est biaisé. Souvent, ces études sont biaisées parce qu'il est extrêmement facile d'être empathique pour des personnes qui nous ressemblent. Il est beaucoup plus difficile d'être empathique pour des personnes qui ne nous ressemblent pas, comme c'était le cas de Michel ou Jeanne, et encore plus difficile pour des personnes que l'on déteste ou que l'on estime qui ont même de manière tout à fait objective des agissements non éthiques. Et donc pour faire prendre conscience à mes participants à quel point il est difficile d'être dans l'empathie et essayer de leur faire prendre conscience de la bascule d'état d'esprit, je leur demande de jouer un jeu de rôle. Donc je demande à un volontaire de jouer le rôle d'une personne qui défend un point de vue éthiquement inacceptable. Donc inacceptable, ça veut dire vraiment inacceptable, tel que par exemple la défense du viol, du meurtre, du racisme, de l'esclavagisme, des choses comme ça. Et je demande aux autres participants, après leur avoir bien expliqué ce que c'est que la véritable empathie, donc non pas la projection ou le jugement, de poser des questions à cette personne qui défend un point de vue éthiquement inacceptable, de lui poser des questions donc pour justement mieux comprendre sa vision du monde, pour identifier les problématiques sous-jacentes afin de pouvoir y apporter des réponses plus pertinentes pour bien sûr éviter que de tels agissements apparaissent, enfin pour trouver des réponses complètement tout à fait éthiques. Et donc lors du débriefing, je fais prendre conscience aux personnes qu'elles n'étaient pas du tout dans des questions empathiques, mais qu'elles étaient dans des questions insinuant que la personne avait tort de penser ainsi et qu'elle ne cherchait absolument pas à comprendre la personne, mais plutôt c'était plutôt des tentatives pour la raisonner, pour essayer de la ramener vraiment à la raison, et en la faisant culpabiliser, etc., en lui parlant des familles des personnes concernées, etc. Et donc en fait, la difficulté ici, enfin la clé, c'est vraiment de bien comprendre qu'on a tendance à confondre accepter et adhérer et comprendre.
Et en fait, la clé de l'empathie, c'est de comprendre, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on adhère. Et le réflexe commun, c'est quand on a quelque chose qui nous choque, parce qu'on ne peut pas y adhérer, on n'arrive pas à chercher à comprendre. Voilà, donc la vraie empathie, c'est comprendre même les choses qui nous choquent pour pouvoir véritablement identifier les problématiques sous-jacentes, pour pouvoir y apporter des réponses qui soient satisfaisantes pour tous. Voilà, donc c'était le sujet de cette petite vidéo d'aujourd'hui à la fontaine de Vaucluse que je vous invite fortement à venir visiter. Très bonne journée, au revoir.